Alors, je vais vous proposer une conférence sur l'image dans l'image. Ce que j'ai appelé, j'expliquerai pourquoi, d'un terme à propre, la scotomisation. C'est pas vraiment un terme d'art, c'est plutôt un terme de psychologie. Mais je vais m'en expliquer. Et puis, cette conférence, elle est interactive. Il y a une quarantaine d'images qui vont vous être présentées. Alors, la clinique a fait un remarquable effort en éditant au moins une trentaine d'entre elles, 25 ou 30. Vous en verrez un peu plus. Ça vous permettra de regarder plus dans le détail, peut-être, puis de conserver ces images. Et je vous demanderai souvent de bien vouloir participer, de me dire ce que vous voyez dans les œuvres, si vous voyez quelque chose. Christophe a raison de dire que notre œil, il est conditionné par notre attitude mentale et puis notre culture, nos habitudes. Voilà. Et avant que le cerveau fasse le tri, on voit naturellement des choses au premier regard. Voilà. Je vais essayer de vous donner quelques clés, si c'est possible, pour que vous regardiez la peinture et la sculpture peut-être d'une autre manière, peut-être plus attentivement, en vous y disant peut-être que l'image que vous avez qui apparaît la première à votre regard n'est pas forcément la bonne. Qu'en tous les cas, il faut essayer de bien comprendre ce qu'a voulu faire l'artiste pour comprendre le projet et le sens de l'œuvre. Ça, c'est important. Et puis, je conclurai l'évocation de ce travail d'une petite heure par la présentation, alors via Internet, les sites Internet et via Dailymotion, de deux artistes. Et vous comprendrez pourquoi il est nécessaire d'en passer par là. L'un s'appelle Marcus Raetz, il est malheureusement mort il y a 2-3 ans, c'est un artiste suisse tout à fait remarquable. Et il laisse une œuvre fascinante par sa capacité à bouleverser nos certitudes et à interroger la notion de témoignage, vous le verrez. Et l'autre est une Dijonnaise qui s'appelle Véronique Barillot, que j'ai rencontrée récemment, je suis Dijonnais moi-même, et qui réalise une œuvre qui commence à être reconnue de double vision. Et vous comprendrez pourquoi il n'est pas souhaitable que ce soit mis à l'écran ici, parce que sinon on n'y voit rien, si je puis dire. Voilà. Donc cette conférence, elle est destinée à nous permettre de regarder les œuvres de manière peut-être un peu moins respectueuse qu'à l'ordinaire. Hein. Parce que l'art, c'est vrai, ça fait sérieux. Voilà, on croit toujours que les artistes sont toujours sérieux, ce n'est pas le cas. Hein. Ils ont parfois beaucoup d'humour. Et puis on verra que la multiplicité d'interprétations d'une œuvre, loin de nuire aux œuvres, et parfois concourt à leur richesse. Donc les œuvres que vous verrez, et dont un certain nombre sont dans le petit catalogue papier qui vous a été remis, jettent un trouble, car on peut les voir et les décrypter de différentes façons. Je vous montrerai des images ambiguës, et on peut, alors ambiguës, mais volontairement ambiguës, parce qu'on peut penser raisonnablement que les auteurs les ont pensées et voulues telles. Leurs motivations sont diverses, selon les époques, les situations, les continents. Évidemment, le matériau est pléthorique. Il y en a dans toutes les époques, sur tous les continents, en Inde, en Chine, en Amérique latine. Je vais me contenter de notre continent. Et depuis la Renaissance, c'est bien vaste et bien suffisant. Ça a d'abord été considéré comme un genre mineur. On a cru qu'il s'agissait d'erreurs longtemps, que ces images dans l'image, vous allez en voir, ressortaient d'erreurs de perspective ou de facéties d'artistes, mais il y a deux historiens éminents qui s'appellent Beltruizaitis et Gombrich qui ont conduit des travaux et étudié la question de manière différente. Le premier a étudié les choses hors du contexte du rationalisme de la période classique, donc il a fait en sorte que ces projets, procédés marginalisés, anamorphose, monstruosité, aberration, soient replacés dans leur contexte de la Renaissance notamment, et celui d'un contexte d'un monde enchanté et magique, celui des cabinets de curiosité par exemple. Le second s'est intéressé à la vision et aux effets d'illusion
dans un contexte plus large de la puissance de l'image, de la psychologie de la perception et des stéréotypes sociaux. Donc je vais vous montrer un large panel d'œuvres, d'images de la Renaissance à nos jours. Le processus de perception livre les images enregistrées et stockées au fil de l'expérience, avant même toute analyse du cerveau. Autrement dit, on voit ce qu'on connaît bien et ce qu'on reconnaît. Je ne sais pas si vous connaissez les travaux, les livres d'un astrophysicien qui s'appelle Roland Le Houcq, qui est un remarquable scientifique français et qui est passionné de science-fiction. Et dans une petite collection qui s'appelle « Expliquer à mes enfants ou à mes petits-enfants », il y en a sur tous les sujets, la religion, la politique, la laïcité, etc., la santé, il a écrit un petit fascicule qui s'appelle « Les extraterrestres expliqués à mes petits-enfants ». Alors, il dit une chose assez simple, il envisage la chose du point de vue des films de fiction, notamment américains. Et il dit que dans les films de fiction américains, il y en a d'innombrables, les extraterrestres, ils sont représentés à notre image. C'est quasi humain. Et qu'ils nous ressemblent étrangement. Et je crois qu'il fait une remarque extrêmement profonde parce que nous ne saurions pas reconnaître des gens ou des personnes ou des objets qui nous seraient profondément étrangers. Peut-être sont-ils parmi nous d'ailleurs. Invisibles. Donc voilà, cette remarque est importante et elle nous sert pour, un petit peu pour cette présentation. Il est vrai qu'on a eu l'habitude, une prédisposition à l'anthropomorphisme, et vous verrez que c'est très présent dans les œuvres, notamment de la Renaissance. On doit aux surréalistes qui se sont intéressés à ces questions la redécouverte d'œuvres qu'on avait crues marginales et qui sont importantes, sans parler d'Archimboldo, vous verrez Rémette de Blesse, quelques autres peintres qui sont majeurs et aujourd'hui qui tiennent une place éminente dans nos musées et dans nos catalogues. Donc je vous propose une conférence ludique, si vous êtes d'accord, pour tenter d'activer, de comprendre quels mécanismes cérébraux dépassent la perception première, permettent de dépasser la perception première oculaire. Faire preuve de curiosité, c'est indéniable. Il faut impérativement faire preuve de curiosité si on veut essayer de voir ce qu'on ne voit pas d'ordinaire. S'interroger sur la nature et le sens de ce que l'on perçoit, c'est indispensable. Tenter de dépasser nos habitudes visuelles aussi. Faire la chasse aux leurres, il y en a d'innombrables dans ces œuvres. Et faire fonctionner notre cerveau, essayer de comprendre ce que l'artiste a voulu faire de manière sous-jacente. Et pour cela, il faut regarder, comme disait Daniel Arras, très précisément les œuvres. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « On n'y voit rien ». Et dans beaucoup d'œuvres, on n'y voit rien. Je ne vous les citerai pas, il y en a énormément, mais on en verra quelques-unes ici. Et donc la double image, ou l'image double, ou l'image dans l'image, et fonctionne en trompant nos habitudes de lecture et de reconnaissance. Souvent, le regard s'attache à une figure centrale sans déceler immédiatement les formes signifiantes qu'elle engendre en négatif. Vous verrez un exemple célèbre, c'est le canard lapin ou la grand-mère jeune fille. Évidemment, le titre vous aide, mais s'il n'y avait pas le titre, parfois c'est compliqué à voir. Les stimuli sensoriels enregistrés par l'œil sont filtrés par une grille élaborée à partir de nos acquis culturels avant d'être interprétés par notre cerveau. Il n'est pas trop difficile de tromper notre vigilance et en fournissant à l'œil des leurres, les illusions en perspective dont Escher, vous en verrez un exemple, s'est fait un des champions, travaillent sur ce registre en fournissant les apparences d'une perspective maîtrisée alors que leur structure se révèle absurde. Vous verrez aussi le travail que je commenterai d'un extraordinaire peintre qui a été redécouvert il y a quelques années, qui s'appelle Rémette de Blesse, un peintre du XVIe siècle. Et ces images cachées s'engagent, à travers ces images cachées, s'engage une pédagogie visuelle et allégorique de l'aveuglement et du discernement.
Dans les siècles suivants, moins libre que ne l'était le XVIe siècle, la dissimulation s'emploie le plus souvent à contourner les conventions en vigueur, qu'elles soient politiques, sexuelles ou religieuses. Dans ce jeu de cache-cache avec la censure, sont nées de nombreuses œuvres destinées à effrayer la bien-pensance. La dimension purement ludique a été revendiquée par les modernes, je parlais des surréalistes tout à l'heure, et après eux, et il n'y a pas de création véritable sans distanciation, et cette distance prend souvent la forme de l'humour, vous le verrez. Voilà, je vais bientôt terminer avec cette petite présentation théorique pour regarder les œuvres en détail. Les motivations des images ambiguës sont variées, pédagogie, symbolisme et allégorie, détournement des tabous de la censure. L'heure est compris, on verra des exemples de tout ça. Mais leur seul dénominateur commun, c'est le goût du jeu. Les artistes se sont amusés. Alors il peut être populaire, on le verra tout à l'heure avec le canard lapin, il peut être sophistiqué comme chez Degas, ou malicieux comme chez Dali, qui est un des grands spécialistes, peut-être le plus grand spécialiste de l'image dans l'image au XXe siècle. La théorie du microcosme et la conception de la Terre comme organisme vivant à la Renaissance débouche sur une reconfiguration de l'homme en élément naturel et une anthropomorphisation du paysage, en particulier des rochers. Vous le verrez, ils sont innombrables, et je vous demanderai d'en chercher dans les rochers, justement, ou dans les nuages. Et puis, au Moyen-Âge, à la Renaissance surtout, c'est très fréquent. Ça l'est moins dans les périodes modernes, mais il y en a, y compris chez Courbet, vous le verrez. C'est très étonnant, mais est-ce qu'elles sont chargées du même sens que ses prédécesseurs? Enfin, les grandes périodes de troubles politiques et religieux sont riches en images doubles, car elles dissimulent de façon ludique les idées proscrites. Elles peuvent aussi, bien évidemment, servir à des fins satiriques ou morales, et notamment la sexualité, vous l'aurez compris, alimentée par les fantasmes érotiques et les mythes de procréation, est un terreau favorable à leur multiplication, surtout au XXe siècle. Ainsi, l'ambiguïté se transforme en double image, remet en cause l'interprétation univoque et favorise une pensée en mouvement. Elle est le fondement de la création. Alors nous allons passer, si vous voulez bien, à... Attendez, il faut que j'utilise ça, c'est mieux. Voilà, à quelques images. On va commencer par une image séditieuse qui montre une canne avec un profil, alors c'est marqué donc c'est facile, un profil humain, celui de l'empereur Napoléon Ier. Et cette canne avait une double fonction, à la fois une fonction de ralliement à l'empereur, surtout au début de la Restauration. Et donc soit on en tenait le pommeau d'ivoire et on était fiers d'être parmi les affidés de l'empereur sur l'île d'Elbe ou exilés. Et puis parfois, on s'en servait aussi pour matraquer des adversaires, voilà, pour les violenter. Et là, on éprouvait une joie indicible, voilà, à leur taper dessus avec le pommeau représentant Napoléon Bonaparte. Voilà. Surtout s'ils étaient monarchistes. Donc il y a dans cette œuvre une double fonction, et cette œuvre, elle est directement, cette canne, elle est directement inspirée d'un travail dont M. Lenaine nous avait parlé de Léonard de Vinci autour de certaines représentations de bâtiments dans lesquels on croyait discerner des visages. Voilà. Donc c'est directement inspiré de cela. Alors les surréalistes se sont fait une spécialité, et les surréalistes et Dada se sont fait une spécialité de rechercher des œuvres de cette nature. Vous savez que le projet de Breton, c'était de trouver des grands ancêtres au surréalisme, d'asseoir son mouvement sur une histoire de l'art dans laquelle il puisse puiser. Et donc on a découlé une attention particulière pour la recherche de ce qui peut se cacher derrière, et même mieux,
dans les choses. Et ici, vous avez... Alors, je l'ai mis en noir et blanc parce qu'on voit mieux. Mais au fond, si elle était en couleur, parce qu'en réalité, elle est en couleur, en rouge, en jaune et en bleu, il est difficile de décerner clairement ce qu'on peut y voir. Alors, qu'est-ce que vous voyez en premier, peut-être? Alors, oui, alors, le titre vous aide. Mais c'est vrai que dans une image en couleur, on voit en premier la coupe. La coupe. Et il s'agit ici, par Jasper Johns, de l'utilisation artistique du vase de Rubin, qui était une invention du psychologue danois, pour tester la réversibilité du rapport entre fond et forme. Un élément du champ perceptif a plus de chances d'être perçu comme figure si le contour en est fermé. Donc ici, c'est en principe la coupe qui est d'abord visible, mais rapidement, la gradation inversée des valeurs fait apparaître le profil de Picasso. Voilà. C'est ici un hommage de Jasper Johns à Picasso, en l'honneur duquel il lève sa coupe, en quelque sorte. Alors, dans le même ordre d'idées, on a Raoul Marek, toujours au XXe siècle. Lui, il s'intéresse plutôt aux relations qu'il suscite et aux réactions qu'il suscite chez vous, chez les spectateurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans l'une et l'autre photo? Spontanément à gauche. Des vases. Ouais. Des vases. Et ces des vases, ils définissent des profils, oui. Ouais. Alors, en fait, ces deux images doivent être combinées parce qu'on est là dans l'Isère, au château d'Auron. Et son projet, ça a été de représenter dans les assiettes qui sont sur votre droite les profils des habitants du village, voilà, qui se sont retrouvés alors, avec un petit fil de fer, hein, vous voyez, un petit fil de fer qui détermine le profil des habitants, voilà, qui se sont retrouvés confrontés à leur image. Voilà. Et puis, grâce aux coupes, il a réuni les familles parce qu'on voit... je vais essayer de... Ouais, c'est pas à faire. Voilà. Vous voyez, on voit ici une femme. On voit ici un homme plus âgé, peut-être le mari. Ici, un enfant. Ici aussi. Ici, peut-être le grand-père. Voilà. Donc, il a réuni les familles. Son projet, c'était ça. C'est un projet intéressant qui s'inspire directement du travail de Jasper Johns que je vous ai monté précédemment. Et puis on a, là pour le coup, deux grands surréalistes. Vous verrez coup sur coup Dali et Duchamp, qui étaient très amis, qui se vouaient une admiration réciproque, et pour lesquels l'ambiguïté de la perception sensorielle constituait la pierre d'angle de leur relation. Ils ont beaucoup d'admiration réciproque. Ils ont nourri beaucoup, chez Duchamp, les calembours de Lacan ou de Barthes. Et puis Dali, il est celui qui, au XXe siècle, a développé l'habileté la plus extraordinaire dans les images doubles, au point qu'il s'en est fait une spécialité. Et, parce qu'il connaissait parfaitement la peinture de la Renaissance. Et il savait... reconnaître dans cette peinture, majoritairement, dont il avait une connaissance encyclopédique, les images, dans l'image, les images doubles, notamment du XVIe siècle, qui sont très, très, très nombreuses. Alors, voici le goût commun des deux amis pour les lectures multiples. Et ici, on a une toile qui s'appelle L'énigme sans fin, qui s'est appelé dans un premier temps le grand crétin cyclope. Voilà. Alors, il y a dans cette toile au moins 7 ou 8 personnages. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir? Oui. Alors, il faut que je vous dise qu'il s'est appelé le grand crétin cyclope parce que c'est une toile qu'il a réalisée après la mort, l'assassinat de Lorca, et dont il ne partageait pas les convictions politiques, et il lui disait souvent, et ils étaient très proches, il lui disait souvent « t'es un crétin, tu vas perdre la bataille,
Et donc, c'est le premier titre qu'il a donné. Puis ça a choqué, à juste titre. Et on voit Lorca là dans la coupe. On voit son visage hein, dans la coupe. Je ne sais pas si... voilà. Là où il y a la flèche. Hein. Voilà, tout simplement. On voit le visage de Lorca. Mais il y a d'autres éléments dans cette œuvre. Oui, il y a un lévrier. Hein. Il y a un lévrier qu'on voit ici. Si j'arrive à... Voilà, ici. Vous voyez. Vous avez vu un homme là, qu'il appelle le philosophe, ici. Ouais. Il y a de la coupe, évidemment, on l'a vu, ici, avec le visage de Lorca. Une patte de cheval, oui, tout à fait. Il se prolonge un peu là. Une mandoline, ici. Vous voyez. Et puis, il y a une main. Et puis, il y a quelque chose qu'on ne voit pas spontanément, que Louis Marin appelle une figure de bord. Une figure de bord, c'est une figure par laquelle on entre dans la peinture pour en comprendre la signification ou pour regarder quelque chose de particulier. Parce que cette figure, elle indique la direction dans laquelle il faut aller, souvent. Ben ici, il y a Gala Dali, son œil. Voilà. Et alors, dans l'œuvre de Dali, elle apparaît très souvent comme ça. Une main, un œil, un pied. Chez Bonnard aussi, je ne sais pas si vous aimez l'œuvre de Bonnard, j'en ai pas mis ici. On parle d'une œuvre, on parle de l'Arcadie pour parler de l'œuvre de Bonnard, on parle de la beauté de ses jaunes, de sa splendeur, de ses toiles, on parle du bonheur. Mais Bonnard était un homme très malheureux qui toute sa vie a été malheureux, d'abord parce qu'il avait épousé une dame qui lui a fait croire qu'elle était seule, qu'elle n'avait pas de descendants, et puis il s'est trouvé à sa mort avec d'innombrables cousins, cousines, donc ça a été un problème pour la succession. Et puis il a eu une maîtresse qui s'appelait Renée Montchâty, qui s'est suicidée parce qu'il ne souhaitait pas quitter sa femme. Donc voilà. Donc on trouve chez Bonnard en fait cette tristesse toujours dans ses œuvres les plus belles, les plus rayonnantes, parce qu'il y a une ombre, un pied. Regardez toujours dans l'angle des tableaux les figures de bord, ce qui peut surgir sur le côté des tableaux ou sur le haut des tableaux. C'est souvent important. Voilà. Et donc, ce tableau, il s'appelle désormais l'énigme sans fin. En réalité, le philosophe couché, la mandoline, le visage de Lorca, l'animal mythologique et un lévrier, une femme assise vue de dos, la tête de Gala. Le grand crétin cyclope, c'est plus généralement tout homme incapable de voir sous les apparences l'énigme sans fin de la mort, qui est peut-être appelé dans ce paysage nature morte le grand crétin cyclope. Et puis je vais vous montrer maintenant une œuvre de Marcel Duchamp. Une œuvre de Marcel Duchamp qui a été commandée par le journal Vogue en 1942, qui n'a jamais été édité parce que le journal l'a refusé. Et on voit sur la gauche le profil de George Washington. Hein, voilà. Et quand on fait pivoter d'un quart de tour la toile, on a la carte des USA ensanglantée, hein, parce qu'on voit qu'il y a une gaze autour de la tête, là, hein, une gaze ensanglantée, piquetée d'étoiles, ça c'est le drapeau américain, une carte ensanglantée parce qu'elle rappelle la guerre d'indépendance, mais aussi la Seconde Guerre mondiale qui est alors en cours. Et donc Duchamp, il est passionné par les calembours visuels, et en voilà un exemple, c'est des inventions qui sont vraiment dans l'esprit des surréalistes des années 30, 20, 30, 40, et de gens qui sont passionnés par toutes sortes de phénomènes, les phénomènes paranormaux notamment, ou transcendantaux, et qui tentent d'échapper à une représentation descriptive et univoque. Je n'ai pas mis d'image de Max Ernst, mais j'aurais pu. En revanche, je vous ai mis, et là il y en a beaucoup d'œuvres de cette nature chez les surréalistes. Il y a une image qui s'appelle Rébus de Man Ray. Man Ray est le photographe qu'on connaît, très talentueux, mais il a été aussi un peintre
extrêmement important. C'était sa première passion. Et là, c'est une œuvre qui ouvre sur des lectures multiples. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Un soleil, oui, bien sûr. Une main. Une main, oui. Une personne. Oui. Alors oui, il y a un personnage ici. Hein. Bon, il est assez rudimentairement représenté. Vous avez dit le soleil, effectivement. Il y a une main, et une main, elle est sur la paire de fesses ici. Oui. Une femme de dos. Encore. Ici, il y a un visage schématisé. Voilà. Il y a encore des fesses ici. Puis il y a un sexe ici. Voilà. Donc ça, typiquement dans l'œuvre dite érotique des surréalistes, il s'agissait de scandaliser. Voilà. Et ce qui plaisait à Man Ray, c'est qu'il se réjouissait de photographier ou de peindre des œuvres telles que celle-ci parce qu'il aimait la dissimulation des images sexuelles dont il pensait qu'elles étaient réservées à un cercle d'initiés. Et il y a André Masson. Paysage surréaliste. Alors ça, c'est une œuvre... non, il y a des images dans l'image, mais c'est surtout une image qui cache une image. Voilà. Est-ce que vous savez à quoi elle servait, cette œuvre-là? Elle avait un but. Ouais, très juste. Ouais. Elle couvrait l'origine du monde. En fait, l'origine du monde a toujours été couverte, jusqu'à sa datation par Sylvia Lacan en 92, je crois, de mémoire. L'origine du monde a été vue par personne pendant un siècle et demi, quasiment, plus d'un siècle, que quelques initiés, quelques amis des propriétaires. Et ces propriétaires, ils n'ont pas été nombreux, ils ont été 3. Voilà. Le commanditaire, qui s'appelait Khalil Bey, qui était l'ambassadeur de la sublime porte ottomane à Paris, hein, qui est resté 3 ans, parce qu'il était doté d'une fortune considérable, mais en 3 ans, il était tellement joueur, il avait tellement d'amis à qui faire des cadeaux somptueux, et il faisait des réceptions magnifiques qu'il a dépensé sa fortune. Donc il a été rappelé à Istanbul. Voilà. Mais entre-temps, il a commandé à Courbet une œuvre qui, à l'origine, il voulait lui acheter le sommeil. Vous savez, c'est une toile saphique sur laquelle, un lit sur lequel on voit deux dames allongées. Et puis Courbet l'avait vendu. Et il n'a pas voulu lui en refaire un autre. Donc il lui a dit, pour le même prix, je vous fais quelque chose d'assez exceptionnel. Et en fait, ça c'est le porte-clés de la Mercedes, si vous voulez. Ce que Khalil Bey a acheté, c'est une autre forme de sommeil, porte un titre que j'ai oublié, plus le cadeau qui accompagnait l'achat, c'est l'origine du monde, un des tableaux les plus chers aujourd'hui de l'histoire de l'art. Et donc Khalil Bey l'avait chez lui, dans sa chambre à coucher. Il n'y a pas 10 ou 15 personnes qui l'ont vu réellement. Voilà. Et ce tableau était caché, l'origine du monde, derrière un rideau vert, comme les œuvres, comme les Vierges de Cimabue. Il fallait tirer ce rideau, il dévoilait l'œuvre pour pouvoir la voir. Voilà. Et puis après, Khalil Bey est parti. Il a dû vendre pour retrouver un peu d'argent les toiles qu'il avait acquises, elles étaient innombrables. Et c'est un baron, il s'appelle le baron Advani, un baron hongrois qui l'a acquise. Il a fait sa fortune dans le commerce du sucre, mais ce qui l'intéressait, c'était avant tout la peinture. Il collectionnait 700 à 800 œuvres des impressionnistes, c'était une collection magnifique. Mais il était juif et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est rapproché de ses amis catholiques qui ont protégé son œuvre. Voilà. Chacun prenant auprès de soi 5 ou 10 tableaux et les enfermant dans leur coffre, si bien que toute la collection de Khalil Bey a été protégée pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Contrairement à ce qu'on lit ici ou là, pour une fois, ce n'est pas les nazis qui ont volé les œuvres d'art, ce sont les Russes qui se sont payés en tribut de guerre. Voilà. Après. Et Advani a été obligé de racheter au maréchal Voroshilov
40 des 700 toiles qui lui a été volées, qu'on peut voir maintenant dans tous les grands musées moscovites, saint-pétersbourgeois ou russes. Et parmi les œuvres qu'il a rachetées, il y avait l'origine du monde. Et il la cachait derrière un tableau de Courbet qui s'appelle le Château de Blonay. Il avait acheté parallèlement une petite toile. C'est une petite toile, hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue en vrai, c'est vraiment une toile minuscule. Hein. Voilà. Donc elle était cachée là aussi. Personne ne l'a quasiment jamais vue. Et puis après, il avait besoin lui-même d'argent, donc il s'est rapproché de Lacan. Et Lacan l'a acheté. Il l'a caché derrière la toile de son beau-frère, André Masson, que vous voyez ici, qui est une toile d'inspiration chinoise. C'était sa période où il s'inspirait beaucoup de... donc c'est des paysages. On voit que le dessin est très soigné, mais on devine aisément ce que ça représente. Et comme personne n'avait vu l'origine du monde à son époque, on fantasmait beaucoup pour savoir... il y a eu des représentations données pour justes, mais qui étaient en fait des reproductions de photos pornographiques qui n'avaient rien à voir avec l'origine du monde. Alors les spécialistes se sont... ça c'était racheté dans les années 50, et puis après, quand il est mort, son épouse l'a donné en dation à l'État français. C'est pour ça qu'on peut le voir maintenant au musée d'Orsay. Vous savez que l'origine du monde, c'est la seule œuvre d'art qui soit censurée perpétuellement sur Facebook. Voilà. Il y a même des gens qui sont en procès parce qu'ils l'ont envoyé en carte postale à leurs amis. Donc on la voit souvent avec une tête devant, le pubis. Voilà. Et les spécialistes se sont débattus longtemps pour savoir qui était cette dame. Donc on a pensé à Jeanne de Tourbet, qui était une maîtresse à la fois de Courbet et de Ralibet, c'est pas elle. On a pensé à Joey Ferman, qui était une maîtresse de Courbet et de Whistler, c'est pas elle, parce qu'elle était rousse, et puis le pubis des mais pas roux. Maintenant on sait, depuis un an, on sait, elle s'appelait Constance Queignaud, c'est une demi-mondaine quoi, de l'époque, et qui posait beaucoup pour les artistes, et qui a terminé sa vie dans les arbres. On le sait parce qu'un des grands spécialistes du 19e siècle, Claude Schnopp, a redécouvert un original qui prouve que c'était elle. Alors, toujours dans le même ordre d'idée, je ne m'attarderai pas à un Allemand qui s'appelle Hans Bellmer, qui est un dessinateur et un graveur tout à fait exceptionnel, mais pour dire que les dessins érotiques d'Hans Bellmer et des surréalistes ont occupé, de Dali aussi, ont occupé une grande partie de leur création, et on voit là des images dans l'image innombrables. Alors ces voies, pour garantir l'ambiguïté au XXe siècle, elles ont été diverses. Les cubistes déploient des formes dans l'espace, et les surréalistes usent du collage, du bricolage d'objets hétéroclites très souvent. Voilà. Et puis ils ont permis la redécouverte d'artistes de la Renaissance qu'on avait tenus pour mineurs. En voilà un qui s'appelle Mérian, et on a un paysage anthropomorphe. Alors je vous le disais tout à l'heure, c'est fréquent à la Renaissance. Vous voyez, si vous faites pivoter l'image, vous avez un visage dans le rocher. Hein, voilà. Donc, il faudrait faire pivoter l'image, pencher la tête, on voit bien. Et donc, ce type d'œuvre est fréquente. On voit un geste de mon père qui s'appelle Allégorie du printemps. Voilà. Et ces œuvres-là, elles ont tout d'un coup, grâce à eux, trouvé leur place dans l'histoire de l'art, et une place éminente. Alors, ce sont des artistes qui sont ingéniés à troubler le spectateur de plusieurs façons, de manière toujours équivoque, parce que pourquoi représenter, là vous avez ici des saisons des rochers sous la forme d'une tête humaine, et c'est souvent référence aux éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre. Voilà. C'est parce que à la Renaissance,
l'homme a été en quelque sorte créé en dernier, c'est ce qu'on professe. Donc il récapitule en lui-même toutes les splendeurs de la création, la perfection de la création, et c'est le chaînon final de la grande chaîne des êtres. Donc on croit véritablement qu'il y a un lien entre le microcosme et les macrocosmes, et la représentation ici des personnages est directement liée au fait qu'on croit que la Terre est un être vivant. Voilà. Alors il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs visages, mais il y a aussi, vous voyez, des maisons ici, avec des yeux qui sont faits de maisons d'ailleurs. Voilà. Des chemins, vous voyez des personnages sur les chemins, des bouts de forêt, voilà. Donc on est vraiment ici dans la dimension, la conception qu'ont les gens à la Renaissance et un peu avant la Renaissance de notre rapport au monde. Alors on voit ça très très fréquemment. On a vu le plus abouti, c'est certainement, je vous montrerai après les images d'Archimboldo, évidemment. Hein. Mais là, on en voit d'innombrables dans la peinture. Josse de Montpère il fait partie de ces artistes. Et puis voilà, Archimboldo, alors évidemment, c'est une œuvre archi connue. Hein. Voilà. On voit que l'hiver, c'est un vieillard tressé de branches mortes. On a ici le printemps, évidemment, un homme plus jeune, qui est symbolisé par les premières fleurs. Et puis, on a l'automne, avec un homme mûr et qui est constitué des fruits de la vigne, des produits de la vigne. Voilà. Et puis, l'été, avec un homme encore jeune qui évidemment, est composé par des fruits et des légumes. Voilà. Et donc, la croyance à cette époque, c'est que... elle est généralement répandue sur notre continent, c'est que la Terre était un organisme vivant comparable au corps humain. Et les transmutations des êtres humains en fleurs, en arbres, en rochers peuplent la peinture, notamment d'Archimboldo, dont la fonction était auprès de Rodolphe II, un peu comme Léonard de Vinci, auprès des Médicis notamment, d'être l'organisateur des grandes fêtes. Hein, on lui demandait d'inventer des chars, et toute son œuvre, elle est dédiée notamment à Rodolphe et à Maximilien, voilà, parce qu'ils sont réputés régner sur la Terre, sur l'ensemble des éléments de la Terre, donc ils les représentent souvent avec ces éléments, ces animaux, ces fruits, ces fleurs, ces feuilles. Voilà. Alors, toujours à la même époque, on a Dürer. Alors, on ne présente pas Dürer, c'est un des grands artistes allemands à cheval sur le XVe et sur le XVIe siècle. Et là, que voyez-vous? Il y a un visage dans le rocher, ouais. Il y en a au moins deux. L'autre, il est où? Alors, le problème souvent dans ces exercices, c'est comme la pareidolie, c'est-à-dire qu'on regarde un nuage et on voit un personnage ou un animal. D'ailleurs, il y a des artistes contemporains qui détournent ce concept. Voilà, dans la falaise à gauche. Voilà, dans la falaise à gauche. En fait, il y a deux visages uniquement. Voilà. Celui-là, celui que vous voyez dans le rocher, hein. Voilà, ici. Voilà. Et puis l'autre ici, qui est plus frustre, hein, voilà, elle a un nez plus allongé. Et il n'y en a pas trois, non. Il n'y en a pas trois. Justement, c'est le piège. C'est le piège. Et parfois, on peut voir des choses qui évidemment, notre imagination nous pousse à chercher. Voilà.
Et donc on a là une œuvre qu'on ne comprend pas vraiment très bien, il faut bien le dire, parce qu'on n'a plus les clés forcément, hein, toutes les clés de compréhension d'œuvres du début de la Renaissance. Je verrais même un magicien qui sort de la montagne. En plus, c'est héros, c'est blanc. Alors ce qui est intéressant, c'est dans cet exercice, dans ce jeu, c'est que tout d'un coup, ils peuvent naître des sensations, des impressions. Effectivement, là, on pourrait croire qu'il y a un œil, un visage, voilà. Voilà. Mais oui, voilà, mais il est peu probable. Bon, il y a une explication qui est donnée par les spécialistes qui renvoie à des proverbes de l'époque, donc ça n'aurait pas de sens. Mais peut-être que vous avez raison, hein, si l'explication n'est pas la bonne. Voilà, mais ce serait alors qu'un amusement, si vous voulez, hein, une manière de cacher des objets. Voilà. Alors le même Dürer, alors lui, il était très facétieux aussi, il nous a fait le bain des hommes. Je crois que vous l'avez peut-être sur le... Voilà. Le bain des hommes. Qu'est-ce que vous remarquez dans le bain des hommes qui paraît étonnant? Il y a une femme, oui. Il y a des musiciens, oui, d'accord. Il y a une femme. On peut penser qu'elle n'a rien à y faire, parce qu'à l'époque, c'était strictement séparé. Hein, voilà. Et puis on voit sur la gauche un personnage un peu mélancolique, un jeune homme un peu mélancolique, avec un robinet où il faut. Voilà. Voilà. Et il est appuyé sur une pompe à eau, voilà, et il y a un robinet en cuivre qui est surmonté d'un petit coq. Voilà. Voilà. Et donc là, il faut il faut avoir des notions d'allemand, ce que je n'ai pas, mais je suis allé me renseigner, voilà, pour comprendre que le coq à cette époque est marque de sexualité. Voilà. Et donc à la fois la présence de la femme, voilà, et, les joueurs de fifre, la présence du petit coq, de cet homme mélancolique, peuvent laisser penser que ce jeune homme sait très bien ce qu'est venue faire cette jeune femme, d'autant que visiblement elle serait venue sans son mari, parce que le coq en cuivre surmontant un tuyau à la Renaissance allemande, c'est la signification de cocuage. Voilà. Voilà, donc vous voyez, on s'amusait aussi chez Dürer à produire des œuvres qui est belle, hein, celle-ci. Il gravait beaucoup, hein, il faisait graver ses œuvres, c'est comme ça qu'on connaissait Dürer partout en Europe. Hein. Voilà. Alors après, il y a des œuvres plus anciennes chez les primitifs italiens de Mantegna. Je vous l'ai mise simplement parce que, alors là, on est dans l'exercice même de la pareidolie, c'est-à-dire qu'on peut voir dans les nuages des personnages. Alors, là, on en voit un. On en voit un. Voilà. Il est ici. Voilà. Voilà. Il y en a peut-être un autre à côté. Voilà. Hein. Donc ça, c'est notre faculté à voir dans les nuages ou dans les... Vous savez, Léonard de Vinci en parlait souvent dans ses œuvres écrites. M. Le Naine nous en avait parlé aussi. Il voyait des animaux ou des personnages sur les murs, hein, dans les moisissures des murs. Bon, ça, c'est une propriété toute très humaine. On voit souvent des figures animales. Voilà. Et puis, il y a un artiste dont on ne sait rien, le maître monogramme H, on ne connaît même pas à l'époque, peut-être du XIIe, XIIIe siècle, donc c'est très primitif. On voit le Christ qui est représenté au milieu du cours d'eau. Sur la partie droite, on voit Saint Jean-Baptiste qui dispense les sacrements dans une partie plutôt boisée, qui symbolise la fertilité. Et puis dans la partie gauche, on voit autre chose. Alors vous voyez ce qu'il y a à voir sur la partie gauche? Oui, d'abord il y a le diable qui essaie de tenter le Christ, c'est la fameuse tentation. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 3 rochers.
aussi, qui ont un visage diabolique, voilà, qui représentent, donc qui viennent renforcer l'atmosphère et qui viennent renforcer l'idée selon laquelle le Christ a vraiment résisté à une très forte tentation qui est là représentée à la fois par le diable et par ces trois visages monstrueux. Alors en contrepoint, il y a Mantegna, je vais vite, le Christ au jardin des Oliviers. Lui, il a représenté le Christ avec une espèce de double minéral que vous avez ici. Je ne sais pas si ça fonctionne, si voilà. Voilà. Vous l'avez ici en prière, et puis vous avez le double minéral ici. Façon d'exprimer. C'est pas un apôtre. Vous avez aussi Piero di Cosimo. Ouais. Alors lui, c'est un immense artiste qui s'est fait aussi une spécialité des images doubles. Dans une œuvre qui s'appelle La découverte du miel, et là on voit très nettement un tronc noueux qui est fait de... On voit les abeilles qui sortent, il y a des ruches, mais on voit surtout que leurs ruches regorgent de visages, d'yeux, de bouches, vulves, voilà. Certainement un lien aussi avec l'idée de la fertilité, au paradis. Je regarde l'heure pour ne pas dépasser. Ouais. On va aller vite. Enfin. Degas. Alors Degas, il a lui aussi réalisé des œuvres dans lesquelles on peut voir des images cachées. Et qu'est-ce que vous voyez? Elle s'appelle Côte Escarpée. Donc on voit une falaise le long de la mer. Oui, très bien. Hop, pardon. On reviendra après sur Gauguin. Voilà, les cuisses, le pubis, le ventre, les seins, la tête de la dame, le bras. En fait, il a transformé une toile ratée qui était une dame à sa toilette, voilà, qu'il n'aimait pas, il a transformé en cette toile-là. Voilà, vous voyez que les artistes savent s'amuser aussi. C'est pas toujours d'un grand sérieux. Il en va tout autrement avec la toile de Gauguin qui s'appelle Au-dessus du gouffre, parce que ça, c'est un manifeste artistique. Cette toile-là est un manifeste artistique. Alors, on n'est pas loin d'ici, d'ailleurs. Hein. On est exact, ouais. Les falaises de Poulu, qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais. D'abord, si on se réfère au site, ce qu'on peut voir ici, c'est voilà, une vache, des meules de foin rangées, une nappe d'océan d'eau avec de l'écume, et puis un bateau, une voile ici. Voilà. D'accord? Alors, en fait, c'était le petit jeu favori de Gauguin, de Sérusier, de l'école de Pont-Aven, de Van Gogh aussi. Cette œuvre, vous l'avez vu, représente un autoportrait qu'avait réalisé Van Gogh de lui-même en Arles, avec un petit chapeau. Donc là, c'est la représentation d'une photo qu'il avait fait faire. Hein, donc c'est un petit message à Van Gogh. Hein. On voit ici un mufle, une vache ou un... Hein, oui. On voit ici un autre mufle. Voilà. Et donc, Gauguin dit à ses amis, Sérusier, Van Gogh, il leur dit l'art, c'est pas uniquement la représentation de ce qu'on voit, c'est pas uniquement ça, ça peut pas être uniquement une vision positiviste des choses. Voilà. L'art, c'est aussi une bonne part d'imagination, et on a le droit de voir autre chose dans la peinture que ce que les choses prétendent nous montrer. Voilà. Donc c'est un vrai manifeste
artistique. Courbet, alors Courbet, c'est un sacré personnage parce que, évidemment, tout le monde dit que c'est le représentant du réalisme, ce qui est en grande partie vrai, mais pas que. Pas que. Vous avez ici le géant de Saillon de Courbet. Il a beaucoup représenté les paysages de Franche-Comté natale. Hein. Et là, vous avez des visages. Combien vous en voyez? 3 probablement, peut-être plus même. Alors évidemment, ça a ici pas le même sens que... Bon. Voilà. Alors voilà un ici. Voilà. Donc ça a ici pas le même sens qu'on pouvait en donner dans les toiles de la Renaissance. On a ici probablement la volonté de Courbet de montrer qu'il n'est pas qu'un peintre réaliste, et puis que sa région l'a beaucoup inspiré. Courbet avait pour mentor Proudhon, et qui était très, très ferme sur les principes, très prude. Et donc Thierry Savetier, qui est certainement le plus grand spécialiste de Courbet aujourd'hui en France, peut-être même dans le monde, fait une remarque pertinente. Il dit jusqu'à la mort de Proudhon, il a peint des arbres, des grottes et des rivières, des sources, et après des femmes et des sexes féminins. Vous en tirez les enseignements que vous voulez. Voilà. Mais c'est juste. Alors il y a, dont l'origine du monde. Il y a évidemment, on passe rapidement, mais la nature aussi peut être artiste, hein, et notamment Caillois écrit un très très beau livre sur les pierres, et les lettrés chinois et coréens s'intéressaient aux pierres de rêve, hein, on glissait sous son oreiller des pierres de longévité qui représentaient des paysages ou des figures quand on les coupait, hein, par le travers. Malraux, je crois, appelait ça des ridimènes naturels, et certains artistes ont pu résister à la tentation d'améliorer la nature, si bien que sur les paésines, ils ont repeint des scènes, des personnages, parfois pour accentuer la présence des veines de marbre et ce qu'elles étaient supposées représenter. On voit dans des tempestas, on voit là il y en a pas, mais on voit la mer Rouge par exemple qui s'ouvre. Voilà. Alors je vous montre pas tout de suite Hérémède de Blesse, j'y reviendrai juste à la fin. Évidemment l'homme potager, hein, d'Archimboldo, voilà, et qu'on ne pouvait voir qu'à l'époque, j'avais vu à Luxembourg, à Paris exposé, donc il y avait une vitre devant, et on ne pouvait voir qu'à travers la glace de manière renversée. Ça fait partie des jeux qui étaient chers à Archimboldo, c'est les images réversibles, et puis on en trouvait souvent dans les représentations comme les cartes ou les alphabets. Dali en a fait beaucoup. Et puis alors il y a... Voilà. Alors j'ai mis le titre, donc c'est facile, mais s'il n'y a pas le titre, que voit-on d'abord? Le canard ou le lapin, ou les deux? Voilà. Suivant qu'on voit le bec, c'est un canard. Suivant qu'on voit les oreilles, c'est un lapin. Hein. Évidemment, ça c'est un mouvement sur la réorientation physique ou intellectuelle et la manière qu'on a de percevoir les images en utilisant les espaces négatifs ou pas. Voilà. On est dans l'imagerie d'Épinal, voilà, et le mécanisme qui permet de voir précisément, c'est qu'il faut, on est dans l'ère du soupçon. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut soupçonner qu'on va être piégé. Si on ne soupçonne pas qu'il y a autre chose, on ne verra qu'une chose. Ouais. Oui, elles sont innombrables. Ouais. Il y a la grand-mère, par exemple. Il y a la grand-mère ou la jeune fille. Est-ce que tout le monde voit la grand-mère? Oui.
Et est-ce que tout le monde voit la jeune fille? Donc la grand-mère avec le nez ici, la bouche, l'œil, la chevelure et puis voilà, la coiffe, le fichu. Puis la jeune fille, elle est là, la chevelure, l'œil, le cil, voilà, le menton, le collier. Voilà. C'est très troublant. Alors, on est vraiment là, et la règle, c'est que la critique le rapport critique qu'on doit avoir avec ces images, c'est vraiment l'ère du soupçon. C'est-à-dire qu'il faut soupçonner qu'on va être trompé. Vraiment, il faut se mettre dans l'esprit qu'on va être trompé. Alors, il y a eu d'autres images. Voilà. Ça, c'est une image protestante. Voilà. Une image double. Les protestants, lors de la Réforme, s'en servaient beaucoup pour moquer Rome. Voilà. Donc elle est retournée. On en voit aussi dans des effigies comme ça, dans des médailles. Et souvent, elles ont caché, surtout dans les cartes postales ou les images, les âges de la vie, des propos scatologiques, enfin voilà, des choses qu'on ne voulait pas exprimer clairement. Rapidement, ça c'est une toile célèbre d'Holbein, 1533. Elle est célèbre parce que elle représente Jean de Tinville à gauche, qui était ambassadeur de France à Londres auprès d'Henri VIII, et puis Georges de Selve, qui était un de ses amis évêques, à droite. Ils sont richement vêtus, mais elle est célèbre parce qu'il y a ici l'anamorphose. Alors, donc, il y a deux manières de restituer une anamorphose, malheureusement c'est difficile à vous montrer là. C'est soit de la regarder de profil, le long de l'œuvre, et je vais vous expliquer comment ça fonctionnait, soit d'avoir un mécanisme qui la permet de la reconstituer de face. Alors, cette œuvre, c'est une vanité. Aussi riche, aussi puissant soit-on, on finit jamais que comme ça. Voilà, c'était le message véritablement qu'il choisissait de faire passer. Voilà. On voit que c'est des humanistes parce que les instruments de musique, les instruments astronomiques, ça nous emmènera trop loin, sont innombrables. Et puis on voit son âge qui est gravé sur 33 ans, qui est gravé sur le poignard, donc ils sont vraiment très puissants. Et cet homme, Jean de Tinville, il avait un château dans l'Aisne à Polizy, et il organisait de fréquentes réunions pour ses amis. Alors il y avait une salle comme celle-ci. Quand on rentrait par le fond de la salle, on venait s'attabler, et à ce moment-là, on avait face à soi l'œuvre. Voilà. On découvrait l'œuvre. Et quand on repartait par la droite de l'œuvre, et à ce moment-là, on jetait un dernier regard à l'œuvre. Et sur le côté, ici, sur le montant du cadre, il y avait un trou au niveau, donc il était à 1,50 m, 1,60 m, c'était pas très grand à l'époque. Il y avait un trou, et comme on jetait un dernier regard avant de partir, on voyait le crâne se reconstituer. Voilà. L'idée, c'est ça, n'oublie pas de vivre, en fait. Hein. C'est le sens des vanités, n'oublie pas de vivre. C'est ce que Goethe disait souvent quand il se couchait, il mettait des petits cartons dans ses chaussons, et quand le matin il allait renfiler ses chaussures, il retirait ses petits cartons et il a marqué « N'oublie pas de vivre ». Voilà, tous les jours. Donc c'est une belle devise. Et il y avait une autre manière de le reconstituer, c'est le début des verres en cristal, c'était de remplir, de faire un toast à la puissance invitante, et puis à ce moment-là, on voyait le crâne se reconstituer dans le verre en cristal. Voilà. Donc c'était tout à fait médité et pensé, c'est un beau travail. Alors là, c'est plus compliqué parce que c'est des anamorphoses de Chaune. Malheureusement, il faudrait les voir dans d'autres circonstances. Mais ici, il semble des paysages, mais en réalité, ici, vous avez des têtes, voilà, qui se reconstituent. Pareil, en reconstituant. Donc vous avez un nez, vous avez des têtes. Donc il y a 4 personnages en tout dans ce paysage-là. Et ce sont les 4 personnages les plus importants du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire Charles Quint, Ferdinand Ier, le pape, et François Ier. Alors, plus célèbre,
j'accélère, est cher. Là, on est vraiment dans l'image absurde, hein, c'est qu'on a beau emprunter les escaliers par tous les chemins qu'on veut, ça ne colle pas, quoi. Il y a un problème et la structure, on a beau faire, elle est absurde et pourtant, elle paraît maîtrisée. C'est un jeu d'illusion qui est vraiment remarquable parce que ça paraît logique, mais quand on regarde bien, c'est sans fin, on ne peut pas accéder, ou plutôt on monte et on descend en permanence sans arriver sur les paliers. Voilà. Alors j'ai bientôt fini, je vous ai remis un petit Dali pour la route, si je puis dire. Voilà. Je parlerai de Marcus Raetz rapidement après. Le verrou de Fragonard. J'en ai peut-être déjà parlé la dernière fois, mais je vais refaire si tout le monde n'était pas là. C'est une toile de Fragonard qui avait un pendant, qui a un pendant, qui était commandé par un marquis amateur d'art de l'époque. Et ce marquis, il voulait avoir 2 toiles de Fragonard en vis-à-vis, l'une représentant l'amour divin, que je ne vous ai pas mis, et puis l'autre représentant l'amour physique, la passion physique. Voilà. Et donc celle-ci représente la passion physique. Mais comme on est au XVIIIe siècle et qu'on est dans le siècle quand même à la fois du libertinage mais aussi de la délicatesse, on ne peint pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Voilà. Et donc cette toile, elle est remarquable parce qu'elle raconte. À l'époque, on disait c'est une toile mal peinte. Pourquoi? Parce que les 2 personnages qui animent la toile sont sur le côté droit. Donc il y en a un qui ferme un verrou. Hein. Et puis à gauche et au milieu, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Donc il y a des drapés, et puis, enfin, en peinture, c'était rien. Voilà. En réalité, tout est là. Toute l'histoire de ce tableau est là. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui... On vous l'a mis, je crois, en réduction. Hein. Donc les personnages ici, hein, on voit bien. Alors on ne sait pas trop s'il ferme ou si elle ouvre la porte, si elle veut s'en aller. Mais on peut supposer, vu l'état du lit, que l'affaire est faite déjà. Donc, et en aucun cas, contrairement à ce qu'on peut lire ici ou là, il s'agit d'un viol. Parce que le commanditaire n'aurait pas accepté. Il veut la représentation des 2 formes d'amour les plus élevées. Voilà. Donc il ne s'agit pas d'un viol. Donc on a un jeune homme, une jeune fille avec un tissu, etc. Ici on a un drap et ici on a le lit, qui est dévasté. Hein, voilà. Alors ici, regardez, on a le même tissu qu'ici et on a un genou. Donc c'est un genou, c'est qu'on a un personnage, quoi. Donc, enfin, qui est censé être là. Et si on remonte doucement le drap, etc., on a ici les oreillers qui sont frappés d'un fort érotisme. Voilà. Donc on a ici la représentation symbolique, voilà, de la femme. Et alors, où est l'homme? Eh bien, il est dans le drapé ici, parce qu'on a un sexe turgescent ici. Et ça, c'est volontairement fait par Fragonard. Ça, c'est Arras qui a découvert ça. C'est un immense spécialiste de l'histoire de l'art, qui est malheureusement mort il y a longtemps, trop jeune, et qui a découvert ça en étudiant les 2 toiles. Voilà. Donc ici, on a la représentation extraordinaire du temps en peinture. Et la peinture, le drapé, c'est aussi de la peinture. Voilà. Donc on a la représentation du temps parce que l'action a eu lieu, on la voit, elle est marquée ici. Elle représente à la fois le présent, le passé et le futur. C'est une des premières fois qu'un artiste a atteint a réussi à exprimer l'idée du temps en peinture, voilà, dans une œuvre à travers une commande précise qui lui a été faite. Alors, je passe rapidement sur Hérimède de Blesse. Voilà, c'est un immense peintre du début de la Renaissance. Alors, c'est un peintre exégétique, c'est-à-dire qu'il peignait, il interprétait les textes religieux. Voilà.
Et cette toile s'appelle le Mercier endormi pillé par les singes. Voilà. Alors sa particularité, c'est que on voit, c'est qu'il y a un homme ici endormi. On voit mal, mais il a aussi sa bourse remplie d'or. Et puis il y a des personnages, puis partout il y a des petits singes. Voilà. Et ici, vous avez la même toile basculée sur un quart de tour à droite. Et alors vous voyez ici, ce que vous voyez ici, c'est qu'on croit être un rocher, c'est en fait un visage. Voilà. Alors ça, c'est très fréquent chez Rémy de Blaise, c'est permanent d'ailleurs. Dans toutes ses œuvres, il travaille comme ça. On ne le voit pas ici ou on le voit mal, je ne sais pas où il l'a mise, le jeu favori des spectateurs de l'époque qui voyaient Rémy de Blaise, c'était un homme qui signait pas ses œuvres, mais qui cachait dans ses œuvres une petite chouette, minuscule. Alors dans un arbre, dans la forêt, dans un rocher, et les gens passaient des heures à chercher la chouette. Voilà. C'était le jeu favori. Voilà. Mais au-delà de ça, c'est un homme qui peignait des œuvres de l'interprétation des textes religieux, et ces toiles avaient une fonction d'exégèse. Et cette fonction d'exégèse, elle passait par la dimension d'énigme et de paradoxe qu'il y mettait, et de manière à nous bousculer dans nos certitudes, à susciter chez nous une rupture avec notre conception coutumière de l'existence, et en somme à conduire à une réorientation de notre pensée par la désorientation. Et là, le travail est... Voilà, l'histoire est simple. Voilà un homme qui est un mercier, qui s'est enrichi et qui s'est endormi naïvement au pied d'un petit arbre sans conscience du danger. Et il y a autour de lui tous ces petits personnages, des singes qui sont à l'époque les symboles du diable. Voilà. Et tous ces petits personnages l'assaillent par tous les pores, par le nez, par les yeux. Voilà, sa passion de l'argent, de l'or. Voilà. Le fait qu'il soit repu de richesse et qu'il se soit endormi, en fait, et c'est la morale qu'il voulait développer, en fait une espèce de cadavre, quoi, qui ne sait pas qu'il va être pillé. Voilà. C'est quelqu'un qui devrait, d'après le message, plutôt que penser à sa richesse matérielle, penser à sa richesse spirituelle. Voilà. Donc il désorientait notre regard, notre façon de voir les choses, voilà, par la présence de ce visage qui est un rocher, pour nous faire voir le monde autrement, et puis pour nous ouvrir à une humanité un peu transcendante, quoi. Est-ce que les gens comprenaient ça? Oui, parce que s'ils ne savaient pas lire, en revanche, on leur expliquait et ils comprenaient tout à fait. Ouais. Parce que ces peintures-là étaient commentées, hein, sur les lieux d'exposition, dans les églises, il y avait toujours quelqu'un en chair qui faisait le commentaire de l'œuvre. Voilà. Et lui, on l'a redécouvert récemment. Il est... Alors, si vous permettez, on va finir là-dessus. Je vais vous montrer Marcus Raetz. Voilà. Alors, Marcus Raetz, malheureusement, il est mort il y a 2-3 ans. C'était un artiste suisse immense qui a réalisé un travail vraiment exceptionnel. Vous allez voir, on en parlera 2 minutes. Vous voyez que la question du témoignage est posée. Où on se trouve, on ne voit pas la même chose. Hein, voilà. Et pourtant, c'est le même événement. C'est la même œuvre. Hein.
Donc ce projet, c'est de nous tirer de notre routine habituelle pour nous faire voir en double, peut-être mieux. Donc à gauche, on a une femme, et à droite peut-être aussi, mais vue de dos. Et quand il passe derrière, le personnage vu de dos est à gauche et de face est à droite. Et là, il travaille sans logiciel, il fait tout en calculant mentalement ses proportions et en dessinant ses... C'est pas très long. Hein, ça. Il y a une œuvre aussi où on voit des cônes qui bougent comme ça, alternativement, et il se dessine dans la partie neutre un corps de femme en train de danser. Voilà pour Marcus Raetz. Et puis je voudrais vous montrer pour terminer ce que fait Véronique Barillot. Alors, c'est une Dijonnaise qui commence à être connue en Europe et à exposer aussi dans les musées et les galeries américaines. Et on n'est pas vraiment dans le thème de l'image, dans l'image, peut-être dans l'image composite, mais de la double vision. Voilà comment elle travaille. Elle voit deux images en une. Elle arrive à composer deux images en une. Si bien que, par exemple, ici, vous avez à la fois le portrait de Saint-Exupéry et l'avion de Blériot. Alors, voilà le portrait de Saint-Exupéry. Voilà. Si vous venez de la droite, vous voyez le portrait de Saint-Exupéry. Et si vous venez de la gauche, vous voyez l'avion de Blériot. Ça, c'est unique. J'ai jamais vu ça. Personnellement, elle travaille beaucoup avec des neuroscientifiques suisses actuellement pour essayer de comprendre quel mécanisme est mis en œuvre à travers ces créations. Voilà, donc, aujourd'hui, cette année, vous avez ici Hitler, ouais, mais vous avez ici Eiffel dans la tour. Gustave, voilà, il était dijonnais. Et puis un morceau de la tour Eiffel. Donc c'est la même image. Voilà. Alors il y a deux manières de voir nettement ces images. C'est de prendre une paire de jumelles et de la retourner. Voilà. De regarder par le gros bout, de manière à éloigner l'image. Et à ce moment-là. La deuxième manière, c'est de l'exposer face à un téléviseur que vous mettez éteint à bit 10 mètres. Et à ce moment-là, l'image se reflète dans l'image du téléviseur. Et on la voit nettement.
La troisième manière, c'est de les regarder par les côtés, alternativement. Sinon, évidemment, l'image est brouillée, elle donne à peu près ce que vous voyez au milieu. Ici, on a César, une compression, et puis donc le portrait de l'artiste, et ici une compression, et c'est la même image. Hein. Comprenez bien que c'est la même image. Voilà. Donc, je pense que cette artiste, elle a marqué son temps. D'abord parce qu'elle est quasiment autodidacte, puis qu'elle a découvert cette technique un peu par hasard, quoi. Alors, vous avez ici, vous avez à la fois Dali et Lincoln, voilà, dans la même image. Voilà, puis je ne sais pas, je vous en montrerai une dernière. Ah, elle s'était fait connaître, je ne sais pas si cette image est là. Elle s'était fait connaître parce que le président Hollande avait offert à Obama une de ses toiles où on voyait d'un côté une bouteille de champagne et de l'autre une bouteille de Coca-Cola dans la même image. Voilà. Là, on a l'origine du monde. Et là, on a une religieuse. Bon, c'est parfois un peu facétieux, hein, mais... Voilà, Véronique Barillot. Retenez son nom. Merci de votre attention.